on va conclure ces 2 journées avec Christine, qui va revenir certainement sur des choses qui ont été débattues, mais très fortement, j'imagine, sur des travaux qu'elle a menés. Et elle a été citée plusieurs fois déjà dans les 2 journées, avec des ouvrages, des articles. Donc, le programme est libre, donc je te laisse la main pour nous dire ce que tu nous as concocté en termes d'échanges pour conclure cette journée. Alors évidemment, j'ai essayé de raconter quelque chose de différent de ce que j'avais déjà écrit. Je suis partie d'un titre un petit peu ambitieux, intervenir en formation, intervenir en ergonomie. Donc je ne sais pas très bien si ma présentation va vraiment y répondre, mais en tout cas qui correspondent à mes questions du moment, on va dire, et puis à un travail qui est en cours, qui est aussi lié à mon parcours. Puisque j'ai été pendant un certain nombre d'années enseignant-chercheur à l'Université Paris 8 en ergonomie et que je suis maintenant enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à l'Université de Nantes. Et donc du coup, je ne forme plus des ergonomes, je forme des formateurs. Donc il a déjà été question à plusieurs reprises, en fait, d'abord du maillage entre les apports de l'analyse de l'activité et ce qui se passe dans le champ de la formation, par Catherine Delgoulet et puis par Paul Ollery. Et puis, il a été aussi question des difficultés que pouvaient rencontrer les formateurs sur les terrains hier après-midi. Et puis, vous avez eu des présentations d'Anne-Lise Ullmann et puis de Stéphanie Guibert qui vous ont présenté des travaux issus du champ de la formation des adultes. Alors, il va y avoir des liens forcément avec ces questions-là, mais aussi avec les questions que je me pose en ce moment. Donc, qui, vous allez le voir, sont au final de re-questionner l'intervention en ergonomie, ou en tout cas peut-être la façon dont on essaie de s'en servir pour intervenir en formation et pour former des formateurs. Les 2 questions, pour moi, sont liées. Alors, voilà mes questions. Au final, l'analyse de l'activité de travail, depuis le milieu des années 90, est particulièrement bien reconnue dans le monde de la recherche en sciences de l'éducation. Paul Ollery a cité plusieurs courants de pensée qui sont très présents. Le cours d'action, la clinique de l'activité d'Yves Clos particulièrement, la didactique professionnelle, les travaux d'ergologie de Schwartz sont bien connus et sont bien installés dans le monde de la recherche donc depuis le milieu des années 90. Mais au final, il y a quand même une difficulté, c'est qu'on s'aperçoit que ce n'est pas si facile à mettre en œuvre par les formateurs intervenants et qu'au final, de temps en temps, ils sortent de nos formations en se disant c'est bien joli, mais qu'ils ne savent pas trop comment ils vont s'y prendre sur le terrain et comment ils vont arriver à mettre en œuvre de l'analyse de l'activité. Alors, c'est comme ça que petit à petit, c'est au contact de mes étudiants, au final, que s'est construit un petit peu l'idée qu'il fallait constituer quelque chose que j'ai appelé une conduite de projet de formation. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une conduite de projet, mais c'est un grand sac dans lequel je mets comment réfléchir à l'intervention et comment en faire, on va dire, qui consiste quand même à concevoir une formation pour des gens ou à transformer des formations existantes, on va le dire comme ça. Comment on s'y prend, qu'est-ce que c'est que cette forme d'intervention, quelles sont les difficultés qu'on y rencontre, et puis surtout avec quelque chose qui forcément me tient à cœur, c'est comment on intègre là-dedans de l'analyse de l'activité. Et forcément, comme je viens de l'ergonomie, j'y reviendrai, j'ai été regarder ce qui se passe du côté de l'intervention en formation, mais mon bagage à moi m'amène à me demander comment est-ce qu'on peut se saisir de ce qu'on sait de l'intervention en formation, en ergonomie, et surtout en ergonomie, pour mieux former les formateurs. Ou en tout cas, pour qu'ils ne sortent pas des formations avec l'idée que c'est bien gentil ce qu'on leur a dit, mais que ça marche bien pour les chercheurs, mais que sur le terrain, ils vont faire autre chose. Et donc, du coup, faire autre chose, ça veut dire aussi passer uniquement par les référentiels, par exemple, et se débarrasser de la question du travail aussi, parfois. Donc, ce qui, forcément, quand on est ergonome comme moi, pose question. Mais ça veut dire aussi qu'il faut partir de ce qu'ils font et qu'il faut partir de leur situation. Donc ma question, c'était aussi comment appréhender l'activité d'intervention pour mieux former les formateurs. Avec quelque chose que je ne suis pas la seule à avoir souligné, je n'ai pas mis la référence, mais dans l'équipe de Danielou, il y a quand même eu pas mal d'articles qui se sont posés cette question aussi, qui est comment est-ce qu'on peut attraper l'activité qui se joue dans l'intervention. Alors parmi les propositions qu'ils ont proposées, on fait tous au final un petit peu ça,
on l'appréhende souvent à partir des analyses réflexives qu'on mène à propos des interventions ou de recherches-interventions qui ont été réalisées. Et ça pose des questions qu'on a vu un petit peu apparaître dans les débats. Ça veut dire que quand on mène cette analyse réflexive après coup pour se demander comment on s'y est pris et qu'on essaie de réfléchir aux traces de l'activité dont on dispose, on a quand même une petite tendance à la rationalisation et à faire de beaux modèles, là où au final, moi je suppose qu'on a beaucoup plus bricolé que ça. Paul Olry en a un petit peu parlé, et au final il pique dans plusieurs modèles quand même pour construire ses affaires. Pas un seul, plusieurs. Parce que pour éclairer nos questions au final et pour répondre à la question qui nous est posée, aux caractéristiques du terrain, on est amené à faire ces bricolages qu'on rationalise après coup et qui du coup ont tendance à disparaître. Donc j'ai essayé de ne pas les faire disparaître, vous verrez. Ou pas, je ne sais pas, vous me direz. Donc mes références, c'est forcément l'ergonomie, et notamment des choses qui se disent dans le champ de l'intervention, mais pas que. La didactique professionnelle, puisqu'au final, ma façon de rentrer sur les questions de formation des adultes vient de la didactique professionnelle et des travaux de Pastré, dont Stéphanie nous a rappelé un certain nombre de fondamentaux tout à l'heure aussi. Et puis, un petit peu l'intervention en formation des adultes, mais vous voyez que je l'ai mise en italique, parce que les spécialistes de l'intervention en formation des adultes, au final, il y en avait deux dans la salle tout à l'heure, il y avait Paul Olry et il y a Annelise Ullmann qui pouvoir faire des retours sur ces questions-là. C'est-à-dire que moi, j'ai lu des auteurs qui parlent de l'intervention dans le champ de la formation des adultes, et puis j'ai essayé de me faire un point de vue avec ce qu'ils disent. Et j'en ai retenu notamment que dans les courants de pensée qu'ils proposent, la question du travail était une question qui n'était pas forcément toujours présente en tant que telle. Alors, ergonomie et formation des adultes. Au départ, je me suis dit, je vais essayer de pointer quand même quelques éléments qu'il y a en commun et puis de dire aussi quelques différences. Parce que quand on intervient sur un terrain comme formateur, non seulement on n'a pas été formé de la même façon, on n'a pas les mêmes objectifs, mais on n'a pas les mêmes contraintes. Donc il y a quand même un certain nombre de conceptions qui sont partagées sur ce qu'est intervenir, en tout cas avec certains courants de pensée de la formation des adultes. Je pense qu'il faut être prudent parce que Annelise Ullmann et Paul Olry représentent un courant qui nous est proche, mais il y a aussi des courants qui sont bien plus éloignés de ce que nous faisons que ça. Avec en tout cas ce qu'ils amènent et les courants dont ils sont issus. On retrouve des choses qui sont communes autour de l'analyse de la demande et de sa reformulation, qui, Annelise a écrit pas mal sur le sujet, témoigne en fait d'une réflexion assez approfondie sur ces questions, même si elle va peut-être pas utiliser exactement les mêmes termes que l'analyse de la demande et reformulation. Il y a bel et bien une visée de transformation. Il y a un point de vue compréhensif qui est adopté. Et puis, l'intervention d'Annelise a montré à quel point c'était un point de vue compréhensif qui cherchait aussi à s'imprégner énormément du terrain, à co-construire aussi beaucoup les interventions. Et puis, ça pose bien la nécessité de réaliser un diagnostic. Parce qu'il y a bel et bien une tentative de compréhension de ce que c'est qu'une situation. Moi, je ne vais pas employer diagnostic au sens la phase de pré-diagnostic et la phase de diagnostic qu'on trouve dans l'intervention ergonomique. Pour moi, ça fait partie des activités que nous avons en permanence quand nous faisons notamment ce genre d'exercice. C'est-à-dire que l'activité de diagnostic dans l'intervention, pour moi, elle est permanente. J'y reviendrai tout à l'heure. Il y a aussi de nombreuses différences. D'abord, les objectifs poursuivis. Je veux dire, un formateur, son objectif principal, c'est quand même de former des gens. Alors, on peut le dire sous différentes formes, former, accompagner. Voilà. Le vocabulaire peut changer, mais au final, il s'agit bien de construire quelque chose qui est de l'ordre de la formation. Ce qui change, c'est la façon dont le travail est appréhendé. Et de ce point de vue-là, peut-être qu'Annelise et Paul ne sont pas les plus représentatifs, puisque dans certains courants de pensée, même de l'intervention en formation, le travail est des fois qu'un prétexte. Ou en tout cas, c'est écrit comme tel dans certains textes. On peut partager aussi des points de vue sur l'apprentissage, sur le développement, sur la formation, et vous verrez, j'y reviendrai. Il me semble que les ergonomes travaillent un point de vue sur l'apprentissage et sur la formation avec eux, en tout cas un certain nombre d'entre eux le trimballent avec eux, qui est un point de vue socio-constructiviste, qui ne dit pas toujours son nom et qui ne se détaille pas toujours, voilà. Mais le point de vue hérité des travaux de Catherine Tégère est bien celui-là quand même. Et on n'y revient pas toujours, on ne le redétaille pas toujours, mais il est quand même extrêmement présent. Il y a un point de vue sur ce que c'est qu'apprendre, il y en a même plusieurs, et ce que c'est que construire de l'apprentissage. Il y a un point de vue sur le développement aussi, alors qui du côté de l'ergonomie de temps en temps est en travail, on retravaille, des moments
où j'ai beaucoup râlé en disant, au final, tout est en train de devenir développement. Enfin, bon, voilà. Il y a pas mal de questions qu'on pourrait mettre en débat. Mais voilà, il y a des points de vue communs là-dessus. Il me semble que du côté de la formation, ce qui est fortement porté, c'est que les questions d'apprentissage et le développement, c'est souvent le face-à-face pédagogique. C'est souvent comme ça qu'on rentre. Et c'est souvent ce qui est aussi difficile quand on essaie de travailler avec des étudiants dans le champ de la formation des adultes. C'est ce qui les anime, c'est aller regarder ce qui se passe dans ce face-à-face. Et regarder la situation d'un point de vue un petit peu plus éloigné, ça devient toujours un petit peu plus difficile. C'est-à-dire, quelles sont les conditions qui permettent à ce face-à-face de bien se réaliser ? Ce n'est pas une question qui vient si facilement. Parmi les différences, il y en a une que je n'ai pas pointée ici, mais qui me paraît importante, et comme je discutais tout à l'heure à la pause, j'y reviens. Quand on intervient en formation, quand on intervient en ergonomie, les attentes en face de nous ne sont pas les mêmes. Qui font qu'on n'attend pas d'un formateur qu'il aille faire un tour sur le terrain. Et même de temps en temps, on attend qu'il fasse une formation clé en main. Même quand on ne sait pas très bien ce que c'est que l'ergonomie, on attend à ce qu'il fasse au moins un audit, ce qui permet d'avoir accès aux opérateurs. Ce n'est pas toujours le cas pour les formateurs. Et ça, c'est quand même un gros obstacle. Alors j'ai mis une question de métier, qu'est-ce que c'est qu'un formateur, une formatrice ? Au final, il y a deux gros types de populations. Je vais tracer les choses à gros traits, évidemment, ça va être un peu trop schématique. Mais le plus souvent, les formateurs en France, ça a été évoqué hier dans les discussions, ce sont des spécialistes d'un métier, des gens expérimentés dans un métier qui vont devenir des formateurs. Alors certes, ils ont des connaissances du métier, des tâches, mais de l'activité. On sait bien que l'activité nous échappe toujours en partie, qu'il y a beaucoup d'implicites, que nos compétences sont incorporées, que plus on est expérimenté, plus c'est tacite et incorporé. Et puis quand on est formateur, mais on n'a plus forcément beaucoup accès au travail, et donc du coup on n'a plus forcément de connaissance des évolutions du travail et des conditions dans lesquelles il se réalise. Donc ça pose déjà des questions. Alors la question des compétences incorporées est bien enseignée maintenant, enfin bon, elle est pointée par de nombreux auteurs, mais du coup c'est quand même un obstacle pour former. C'est-à-dire que non seulement, quand ils font de la formation, ils peuvent former à un métier qui s'est tellement transformé qu'ils forment à autre chose, et qu'en plus, ils forment à ce qui est verbalisable dans le métier, à ce qui est visible, ou à ce qu'ils pensent être l'activité, et qui n'est pas forcément ce qu'ils feraient. Donc là, il y a une difficulté. Après, il y a une autre question qui me paraît importante, c'est quels sont leurs modèles de ce que c'est qu'apprendre, quels sont leurs modèles de ce que c'est que former, quels sont leurs modèles de ce que c'est que le travail. Alors j'ai mis des pluriels parce qu'évidemment, ça a été discuté aussi hier, il me semble. Même dans la recherche, il n'y a pas un modèle de ce que c'est qu'apprendre. Alors, il y a une multitude en fait, de points de vue sur l'apprentissage qui sont en débat. On sait qu'il y a des questions, c'est apprendre, c'est mémoriser, apprendre, c'est répéter. Voilà. Apprendre, c'est tout un tas de choses. La question qu'on a quand on vient de la didactique professionnelle, et je pense que Stéphanie l'a bien souligné, c'est que apprendre, c'est raisonner, apprendre, c'est comprendre aussi. Et du coup, ce n'est pas si évident que ça quand on n'a pas eu d'apport d'une formation sur ce que c'est que ces questions-là. Et pour beaucoup de formateurs, au final, on apprend par la répétition, on apprend par la mémorisation, on apprend par l'imitation, avec un truc qui est assez terrible, c'est que les humains peuvent quand même apprendre dans ces situations-là. Plus ou moins bien, pas forcément ce qu'il faut, mais ils peuvent quand même apprendre. Quel modèle du travail ? Mais ça aussi, c'est redoutable. Alors, j'ai du travail, c'est encore bien trop schématique, mais de ce qu'il y a à faire au travail et de ce qui est nécessaire d'acquérir pour arriver à le réaliser dans de bonnes conditions, comme il faut, sans porter atteinte aux autres et sans se porter atteinte. Et là, du coup aussi, la question est difficile, et difficile pour ces formateurs ou pour d'autres, parce que quand on n'a pas ces acquis-là, j'ai en tête un travail qui a été fait avec des étudiants à la demande d'un institut de formation. Ils nous demandaient de regarder une formation par la simulation. Alors, ils ont filmé une simulation par jeu de rôle qu'ils faisaient pour leurs aides-soignants, pour apprendre à leurs aides-soignants à amener un patient du lit au fauteuil. Et ce qui est bien, c'est que dans ces milieux-là, et ça devient ça aussi compliqué, ils ont des référentiels. Alors cette simulation-là répond à 3 points du référentiel.
dont un qui s'appelle ergonomie. Alors c'est une ergonomie qui nous est un peu étrangère. C'est une ergonomie du bon geste. Donc pour eux, dans cette situation-là, ce qu'on va apprendre, c'est une bonne façon de faire avec le patient et pas d'autre. Vous avez bien compris que du coup, ça va être difficile parce que forcément, le patient qui simulait, on lui a mis une perruque sur la tête pour montrer qu'il était vieux, mais dans le scénario, il n'a rien. Il a juste été anesthésié, il est fatigué. Alors, c'est un petit peu loin des personnes qu'on va trouver en EHPAD, par exemple. Il n'est pas très difficile à manipuler et à la limite, quand on voit la simulation, on a envie de dire mais il pourrait se lever tout seul. Il faudrait peut-être être juste autour pour s'il a la tête qui tourne ou s'il n'est pas très bien pour l'aider à ne pas tomber. Mais il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Et puis surtout, ce qu'on voit dans le débriefing, c'est que la formatrice s'applique à leur dire qu'il y a une bonne façon de faire et qu'il n'y en a pas d'autre. Et c'est celle-là, en fait, qu'elle veut leur faire apprendre. Donc on voit bien que le modèle de ce que c'est que le travail là dans cette question-là, c'est une question compliquée parce que au final, on sait qu'il n'y a pas une bonne façon de faire, que c'est une situation de résolution de problèmes complexes. Et des travaux récents, notamment ceux de Dorothée Mallet, pointent à quel point c'est aussi un soin. C'est un travail de soin, qui nécessite de résoudre un problème complexe pour prendre en compte l'autonomie de l'autre. Alors, on se retrouve avec quelque chose quand même d'un petit peu compliqué avec tout ça. Et puis, il faut rajouter à ça, ça a été aussi évoqué hier, c'est une situation transitoire. Ils passent par la formation, mais de temps en temps, ils retournent dans la production, ils retournent dans d'autres fonctions. Et donc, du coup, ils ne vont pas forcément investir en formation. Et surtout des formations longues et coûteuses, comme apprendre à faire de l'analyse de l'activité. Alors, il y en a quand même quelques-uns qui viennent dans des masters pour se former. Et je l'ai mis en gras parce qu'au final, ce que je forme, c'est ceux qui ont décidé de venir dans un master, qui vont devenir des intervenants, des ingénieurs pédagogiques, ou qui vont être formateurs dans des institutions. Il y a différents types de métiers dans la formation. Alors, je vais parler pas forcément de mes étudiants, mais de ce qui se joue quand même dans la plupart des masters, dans beaucoup de masters en tout cas. C'est que les gens qui sortent de là, ils ont quand même un modèle de formation socio-constructiviste qui est devenu dominant. Mais ça aussi, ça interroge parce que le terme, c'est réflexif. Il y a plus point de salut sans praticien réflexif. Mais du coup, on ne sait plus très bien ce que c'est réflexif. Parce qu'on voit aussi des formations qui sont montées de ce point de vue-là, des situations de simulation, où au final, on forme par la réalisation de l'action en situation et par le débriefing. Jusque-là, on se dit, chouette, ça correspond à ce que nous, on porte. Oui, mais des situations de simulation construites comment et pour faire apprendre quoi? Là, ça coince. Dès que vous commencez à demander des objectifs pédagogiques, on vous sort des choses tellement macro qu'on se demande ce qu'il y a à apprendre. Et puis, les débriefings, c'est un tour de table de ce qui a bien marché, pas marché. Et est-ce qu'on demande aux gens s'ils ont appris quelque chose? Eh bien, pas forcément. Et c'est assez difficile. Des fois, ils font des questionnaires après coup pour demander des gens un retour sur la simulation, mais leur faire intégrer une question aux gens, qu'est-ce que vous avez appris dans la simulation? Ça fait 2 fois en fait que je m'aperçois que j'arrive pas à le faire entendre, ou alors il faut insister beaucoup pour que la question soit rajoutée. Sachant que par ailleurs, c'est une question un peu faible, puisque ce qu'on apprend, on n'en est pas toujours conscient immédiatement là. Donc on aura un retour un peu, mais ce ne sera qu'un petit bout. Alors, la question, c'est aussi comment est pris en compte le travail et l'activité de travail. J'y reviens pas parce que c'est quand même une situation difficile. Est-ce que les formateurs qui sortent de ces formations ont une idée de ce que c'est que l'intervention? Et par exemple, quand ils sont formateurs dans une institution, est-ce qu'ils le vivent comme pouvant aussi être une construction d'une intervention sur du temps long avec une stratégie pour arriver à développer des choses? Ça fait partie des questions. Alors après, il y a la question redoutable, c'est quelles sont leurs marges de manœuvre? Quels sont leurs accès au terrain? Quelles sont les possibilités de conception ou de transformation qui leur sont données? Parce qu'il y a aussi des formateurs qui sont dans des institutions, et on a travaillé sur une situation comme ça avec une étudiante. Au final, on leur donne un PowerPoint qui ne raconte pas les métiers, qui raconte les transformations de l'entreprise et les nouvelles prescriptions. Alors, ils essaient de s'approprier le PowerPoint, ils font des transformations, ils changent des diapos, ils essaient de raconter des choses et d'embarquer le public, etc. Mais ils n'ont pas plus de marge de manœuvre que ça. Et forcément, les gens qui ont en formation ne sont pas toujours très contents des formations qu'on leur fait quand elles sont comme ça. Vous comprendrez bien. Et au final, ces formateurs-là, on essaie de travailler avec eux si les formations
à distance qu'ils faisaient de plus en plus étaient intéressantes pour eux, s'ils ne préféraient pas le présentiel, etc. Et moi, j'étais persuadée que faire des formations par visioconférence en permanence, c'était fatigant, que ce n'était pas forcément le plus réjouissant, et que le face-à-face, ça pouvait être plus intéressant. Ce n'est pas ça du tout qui est sorti du travail avec l'étudiante, c'est que ces formateurs-là nous ont dit que c'était bien que les gens soient loin, parce que comme ça, il y avait moins de conflits à gérer. Vous voyez qu'il y a... Alors, on n'a pas pu aller plus loin, mais je ferai volontiers l'hypothèse que le contenu de la formation et les conditions dans lesquelles il les dispense font ce que les gens qui sont en formation ne s'y retrouvent pas. Ce sont des formations de l'entreprise qui sont obligatoires. Et du coup, ils bousculaient quand même un peu ces formateurs qui se retrouvent en situation d'être porteurs d'une parole qui est pas forcément une parole qui aide à former au métier, mais qui est une parole qui est un point de vue sur l'évolution de l'entreprise, sur le management, etc. Donc du coup, ça bouscule, ça pose question et ça les met en difficulté. Donc voilà, former des formateurs, c'est aussi se poser cet ensemble de questions-là, c'est aussi se demander comment est-ce qu'on peut les former pour petit à petit construire des marges de manœuvre. Alors, bon, il y a certaines situations où c'est un peu bloqué, on peut pas faire grand-chose, comme ça arrive sur certains métiers d'intervention en ergonomie, où au final les marges de manœuvre sont tellement réduites que voilà, on ne peut pas faire de l'intervention. Comment est-ce qu'on peut les former en fait pour qu'ils puissent reprendre un petit peu la main et qu'ils puissent construire une stratégie sur des temps plus longs? C'est un petit peu la question que j'essaie de me poser. Donc du coup, en essayant de revenir, donc, je vous l'ai dit, de façon pas toujours satisfaisante parce que ce n'est pas de l'analyse de l'activité, c'est de la reconstruction souvent après coup. Sur les interventions que nous on fait, qu'est-ce qu'on peut y apprendre de nos propres stratégies pour avancer, pour embarquer les gens avec nous, etc. Donc j'ai essayé de vous en donner un exemple qui est loin de répondre à toutes les questions que j'ai posées et à toutes les difficultés que je pointe, mais qui est un exemple d'intervention recherche. Alors forcément, on y reviendra, il y a des questions de contraintes temporelles qui ne se jouent pas forcément de la même façon pour les formateurs. C'est une recherche participative avec des formateurs qui, eux, ont à concevoir et à réaliser des formations. Alors, un petit bout de ce travail, c'est un exemple qui est issu du travail de thèse de Géraldine Baudy, où on travaille en fait à la conception de capsules vidéo pour la formation des celliers harnacheurs. Donc, des celliers harnacheurs, ce sont des gens qui fabriquent des selles en cuir, des tas de choses pour les chevaux, plus de la maroquinerie. Et on est plutôt en fait sur un métier d'artisan et sur des celliers, sur du travail de grande qualité, avec des formateurs dont un est un meilleur ouvrier de France. Alors, parmi les demandes qui nous est faite, une des capsules vidéo qu'on doit concevoir doit porter sur les troubles musculo-squelettiques, parce que dans ces métiers du cuir, il y a énormément en fait, de TMS. Le terrain qui est le nôtre et qui est demandeur, et c'est le seul auquel on a accès, ce qui va vous expliquer aussi notre démarche, c'est le centre de formation. On n'a pas accès à un terrain, donc déjà pour questionner les TMS, la question de l'organisation du travail ne peut pas être là. Donc il faut qu'on s'y prenne autrement. Mais qu'est-ce que nous, on peut apporter du coup en formation à ces formateurs? Qu'est-ce qu'on peut aider à construire comme outil, qui sera un outil de travail avec les élèves, qu'ils auront dans le centre et qu'ils pourraient utiliser? C'est un petit peu ce qu'on essaie de faire dans notre affaire. La méthodologie à adopter, c'est déjà des apports de connaissances sur les TMS parce que ça ne fait pas partie en fait, des choses sur lesquelles ils travaillent et qu'ils connaissent. Et en travaillant sur les TMS, on s'est aussi aperçu que du coup, il y avait des gens qui avaient mal dès la formation. Et voir que le rapport à la douleur dans ce métier n'est pas si facile. Donc il y a bel et bien besoin d'apports de connaissances sur les TMS, parce que à la fois je défends un modèle socio-constructiviste et à la fois, personnellement, je n'oublie pas que dans la formation, c'est aussi d'autres formes de formation, comme celle qu'on est en train d'avoir aujourd'hui, c'est censé avoir quelques aspects formatifs. Donc cet apport de connaissances, moi je ne dis pas qu'il faut le faire disparaître, loin de là. Je pense qu'il a sa place, mais qu'ils ne sont pas là pour devenir biomécaniciens, par contre. Et qu'il faut que ce soit un apport de connaissances qui soit utile à leur réflexion sur les TMS, à ce qu'ils peuvent faire avec. Donc il y a des apports de connaissances sur les TMS, et puis on va leur proposer des analyses collectives de films vidéo. On a 3 formateurs, dont 2 sont vraiment des experts du centre, et puis un autre qui est peut-être qui a un petit peu moins d'expérience, mais qui cette année préparait quand même
son examen de meilleur ouvrier de France. Donc, c'est quand même Alors, ils sont expérimentés dans le métier, mais effectivement, ils ont une expérience de formateur qui n'est pas négligeable, mais ils n'ont pas de formation de formateur. Et donc, c'est des analyses qui sont guidées par la chercheuse, donc par Géraldine Baudy. Ce qu'on a sur les films, c'est des celliers, formateurs pour la plupart d'entre eux, plus ou moins expérimentés, qui réalisent une pièce. Ils réalisent une pièce, et puis on a choisi un morceau de leur travail, qui est la découpe du cuir, qui est un moment dont on a pensé, en regardant la littérature sur les TMS, qu'il y avait des risques de TMS dans la coupe du cuir, parce que ça nécessite d'appliquer une force considérable, ça nécessite de maîtriser un outil, etc. Et puis, partant de là, avec la plupart d'entre eux, il y a des autoconfrontations qui ont été réalisées. Et puis, on a fait des alloconfrontations, donc avec les 3 formateurs experts qui revoient les films. Et on essaie de travailler avec eux sur la question des TMS et d'aller avec eux sur quels sont les facteurs de risque de TMS qu'on peut identifier, à partir de débats de ce qu'on voit sur les vidéos. Alors, c'est quoi cet apport des connaissances sur les TMS ? Bon, d'abord, on a fait un choix qui était de se dire il faut qu'ils aient accès à des documents indépendamment de nous, aisément, etc. Et au final, le plus facile, c'est le site de l'INRS, parce qu'il y a quand même énormément de documentation qui est mise à disposition des entreprises. C'est facile d'accès, et les formateurs ne vont pas aller faire une revue de questions biblio, donc on a essayé d'en faire une succincte pour leur amener quelques éléments. Il ne s'agit pas en fait de tout, de leur faire une revue de questions exhaustive de tous les facteurs de risque de TMS, etc. Ce qui est intéressant aussi sur le site de l'INRS, c'est qu'il y a un petit schéma qui montre qu'il y a des facteurs biomécaniques les plus évidents, mais qu'il y a aussi des facteurs psychosociaux, etc., etc. Donc ça permet aussi de faire un point sur ce qui est possible de faire en formation, ce qui n'est pas possible de faire en formation. Et ça les amène à réfléchir sur quelques facteurs de risque. Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ça ? Vous avez bien compris que le jeu, les TMS, mais dans d'autres types de travaux qu'on fait avec eux, on est embêté parce qu'eux aussi, ils forment au bon geste. Il y a une bonne façon de faire et une seule, la leur. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont d'accord entre eux, les 2 formateurs, sur la bonne façon de faire. Ils ont un petit peu de mal à s'entendre. Mais il y a un bon geste. Et chacun, l'un et l'autre, dans leur formation, forment à leur bon geste à eux. Alors c'est un modèle vraiment dominant dans le centre, mais il y a surtout un de nos formateurs là, qui y est très accroché, depuis le début de la recherche, et ça se poursuit. On cherche aussi à remettre en cause le modèle de formation et d'apprentissage qui est le leur, parce que ce qu'on voit dans leur formation, c'est quand même je montre, tu reproduis, je corrige. Et au final, on se retrouve avec un modèle là, qui apparaît là de formation-apprentissage, ou des modèles qui sont réduits à ce qui est observable et à la reproduction et à la correction au final. Alors bon, évidemment, ça a tendance à éliminer les dimensions cognitives de l'apprentissage, les dimensions sociales, etc. Mais surtout à ne pas penser à ne pas amener à faire réfléchir, le raisonnement va se construire, mais il ne va pas se construire de façon vraiment guidée par le formateur, pour le coup. Et puis à les amener à identifier dans l'analyse collective qu'on fait là, avec nos 3 formateurs et les autoconfrontations, alors pour le coup, pas des bons ou des mauvais gestes, mais essayer de se dire qu'il y a peut-être des gestes qui peuvent poser problème à long terme, qu'on peut peut-être essayer de les identifier pour aider les former à en développer d'autres. Alors, on a beaucoup été aidés évidemment et inspirés par les travaux des collègues québécois sur ces questions qui ont largement travaillé sur ce que c'est que former pour essayer d'éviter la construction de TMS. À la différence près, c'est qu'elles avaient accès aux organisations, au travail en situation, aux organisations du travail, alors que là, on ne l'a pas. Ça va être la partie manquante tout au bout. Alors du coup, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'utiliser nos alloconfrontations comme moyen pour transformer les représentations et les pratiques des formateurs. Alors c'est un travail qui va se faire en plusieurs séquences, donc c'est un travail en cours que je vous montre avec mais aussi les difficultés qu'on a. Donc je vais essayer de faire un point avant ça sur ce qui transparaît de l'intervention en recherche à partir des objectifs qu'on a fixés.
L'objectif initial, donc vous avez bien compris que c'est de mettre en place une démarche participative qui essaie de favoriser aussi l'appropriation des futurs outils vidéo en intégrant la prévention des risques et au final en essayant quand même de les concevoir avec eux. Donc de les embarquer dans notre démarche de réflexion, etc. C'est-à-dire qu'au point où on en est là, on sait bien quelques trucs qu'il va y avoir dans nos outils vidéo, mais on est loin de savoir exactement quel va en être le contenu encore. Avec des objectifs ou un objectif qui se construit au cours de l'intervention petit à petit, c'est transformer des représentations du travail, là on est vraiment sur le côté du bon geste, et de la formation et de l'apprentissage. Alors les premières analyses des débats là, dans les alloconfrontations, donc centrées sur la découpe du cuir, c'est qu'on commence à avoir des hypothèses ou un prédiagnostic sur des déterminants, sur ce qui est déterminant de la force à appliquer, dont les collègues québécois ont montré que c'était aussi en lien avec les TMS. Donc il y a bien et bien les caractéristiques du cuir, ça vous surprendra pas trop. Il y a la qualité de coupe de l'outil, c'est une hypothèse qui est directement issue de la littérature des collègues québécoises. Et puis il y a une chose qui apparaît comme étant importante, c'est la maîtrise de la lame. Parce que ce sont des outils avec lesquels les lames ne sont pas aussi rigides qu'avec d'autres outils pour couper le cuir de façon fine. Enfin, il y a plusieurs types d'outils, mais en tout cas, maîtriser la lame devient quelque chose d'absolument essentiel dans la force qu'on va appliquer. On identifie dans le débat avec eux quelques éléments qui commencent à ressembler à des savoir-faire de prudence, c'est-à-dire comment on va aligner la main, l'outil, la main, le coude, l'épaule, lorsqu'on va pousser. Et alors, en fait, quand il coupe le cuir, il coupe sur une table longue, donc il coupe en se déplaçant. Donc il y a aussi, dans cet alignement, c'est aussi comment on se déplace en arrivant à appliquer une force de façon régulière, sans trop forcer. Parce qu'effectivement, ce côté, la savoir-faire de prudence, c'est comment on s'y prend pour pas trop forcer. Alors, il y en a un qui nous explique effectivement que la position du bassin doit être maintenue par un appui de la planche de la hanche sur la table pour justement pouvoir se déplacer et arriver à contrôler sa position. Et donc, du coup, la force qu'il applique quand il coupe, et évidemment, vous allez imaginer qu'il faut couper droit, qu'il ne faut pas faire de bavure, qu'il faut couper, si possible, le plus en une fois, etc. Et puis, au fil du travail d'autoconfrontation, on voit apparaître chez deux d'entre eux des possibilités de transformation de la formation. C'est-à-dire, on voit des verbatim apparaître où ils commencent à discuter à deux sur il faudrait qu'on les laisse trouver leurs gestes. Il faudrait qu'on les laisse trouver leurs gestes en étant vigilant à ce que ce geste, ça aille bien, quoi, quand même. C'est-à-dire, c'est plus un seul geste, une seule façon de faire. Ça devient, il faut les laisser trouver leurs gestes. Et du coup, c'est juste un mot là qui est dit en passant. Il faudra qu'on vérifie que ce n'était pas juste dit pour nous faire plaisir. Et qu'on voit en fait ce que ça donne après sur ce qu'ils en disent dans la suite des autoconfrontations, etc. Et peut-être ce qu'ils vont mettre en place si on a le temps d'aller jusque-là. Mais aussi, et c'est là que ça commence, on a un formateur qui nous résiste beaucoup. Pour lui, il y a un bon geste. De toute façon, toutes ces interventions dans l'autoconfrontation, il veut savoir, du coup, on lui a dit qu'il y avait des TMS, donc c'est quoi le bon geste ? Et tout le travail de comment on réfléchit ensemble pour essayer de l'amener à bouger de là, sur les facteurs de risque, etc. Mais au final, il revient toujours à son affaire, lui, dans l'autoconfrontation menée. Donc pour le moment, il y en a eu une. Et ce qui est plus embêtant pour nous et qui nous pose un nouveau problème, je vous ai dit qu'il y avait un problème lié à la douleur, c'est qu'il est admiratif, et on voit sur un des films qui n'est pas une débutante, elle est formatrice débutante, mais elle n'est pas sellière débutante, et on voit une jeune femme se batailler avec le cuir. Alors du coup, le cuir va être amoché, ça va faire des bavures, et puis on la voit forcer, etc. Et puis lui, il est assez administratif parce qu'elle résiste à la douleur. Voilà. Alors qu'elle résiste à la douleur, à la souffrance, et puis en fait, on voit bien apparaître en fait à plusieurs reprises que la souffrance, ça fait partie du métier. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est présent en formation. Et lui, c'est même présent dans son modèle de formation, c'est-à-dire pousser les gens juste dans leur retranchement, éventuellement les faire craquer, ça permet de les former. Donc on a quand même un peu un problème de formation là qui apparaît de façon costaud. Alors, et puis il y a une négation du risque de TMS parce qu'au final, on va tout mécaniser. D'ici 5 ans, ce sera mécanisé, donc à la limite, il n'accepte même pas de se poser la question. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la question des TMS ne nous vient pas du centre de formation, mais d'un des financeurs qui représente les industriels du secteur.
Donc les industriels du secteur, eux, commencent à se dire qu'ils ont vraiment des TMS et puisqu'ils financent ça, qui se fait dans le centre de formation, ils voudraient bien qu'on les aide à bouger de là. Donc les industriels ne sont pas d'accord avec lui. Mais lui, en fait, il nous dit quand même, non, mais dans 5 ans, on a tout automatisé, ces problèmes de TMS, ce n'est pas un problème. Et voilà, on est là. Alors du coup, on voit bien que la question des représentations de ce que c'est que le travail et de ce qui se joue dans les relations santé-travail, c'est-à-dire souffrir au travail, c'est normal, ça va devenir un obstacle, d'autant plus que ce monsieur, pour la petite histoire, c'est quand même le responsable des formations. Donc si lui, on ne l'embarque pas, c'est peut-être pas la peine qu'on fasse des outils vidéo. C'est ça, hein, et aussi. Et donc, du coup, on voit bien comment des nouveaux enjeux de l'intervention apparaissent avec quelque chose qui. Alors, est-ce que c'est des idéologies défensives de métier ou pas? Je ne sais pas. Puis je ne sais même pas s'il faut. Pour moi, les concepts aussi, c'est des façons de penser. Si une fois, si je l'attrape sous l'angle des idéologies défensives de métier, est-ce qu'on va arriver à penser comment on se dépatouille de ça? Parce qu'au final, la question, c'est que maintenant, dans l'intervention, c'est comment on sort de là. Alors, on veut bien des. Si vous avez des idées miracles, tout ça, on est preneuse. Donc voilà, pourquoi je passais là-dessus je vais peut-être, avant de dérouler mon diapo, vous dire pourquoi dérouler tout ça. Si je reviens à mes questions d'intervention en formation, d'intervention en ergonomie, au final, quand on essaie de se poser des questions de formation en venant de l'analyse de l'activité de travail, en essayant de passer par l'analyse de l'activité de travail, ce à quoi on se retrouve confronté, c'est à quelque chose, vous m'avez peut-être entendu dans les débats le dire plusieurs fois, il y a des idées reçues sur ce que c'est que travailler. Travailler, c'est appliquer des procédures. Travailler, c'est des bons gestes. Il y a des idées reçues sur ce que c'est que la formation aussi. Alors, quand on est ergonome, on est bien habitué aux idées reçues sur ce que c'est travailler. Et même dans la formation, on apprend aussi un petit peu à faire avec dans la façon dont on construit les interventions. Et dès qu'on passe là du côté de la formation, on se retrouve avec un autre paquet d'idées reçues sur ce que c'est qu'apprendre, sur ce que c'est que former. Ça va de... Vous intervenez dans mes formations, on m'a dit une fois, mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'ils mémorisent. OK ? Comment on fait pour qu'ils mémorisent ? Voilà. Tous les modèles, en fait, toutes les idées reçues de la formation et de l'apprentissage sont présentes chez nos interlocuteurs. Et au final, intervenir, pour moi, ça fait un moment que je me dis, c'est faire avec ça. Et comment on travaille avec eux pour sortir de là ? Alors du coup, ça m'amène à me dire que l'intervention, c'est un travail de compréhension qui vise la transformation. Donc vous voyez que mes idées de diagnostic, quand je dis diagnostic, ce n'est pas juste un moment de l'intervention, c'est tout le temps en fait. C'est un travail, j'ai oublié de dire que ce qu'on fait, c'est très inductif. Hein. Ça part du terrain, puis c'est un petit peu par palier, quoi. On traite pas à pas. Quand je dis qu'on bricole, on bricole, c'est sérieux. De le dire sous cet angle-là, c'est pas juste pour dénigrer ce qu'on fait, c'est que c'est un travail inductif où on réfléchit pas à pas, on n'a pas de modèle tout fait qu'on va venir appliquer sur les situations. Et je crois que ça vaut le coup d'être pointé en tant que tel. Donc on pose un diagnostic qui prend en compte la singularité, la spécificité du contexte, mais du travail qu'on regarde, mais aussi des acteurs, parce qu'on cherche à les embarquer quelque part. Donc encore une fois, on est bel et bien obligé de faire avec leurs a priori. Alors j'aime bien la définition du diagnostic par Wakamal Algerti. Ils disent au final c'est une compréhension de la situation en vue de l'action. Ça nous va bien en fait quand on cherche à faire ça. Ça se construit dans l'interaction avec les acteurs, mais aussi avec l'objet de notre intervention. Je veux dire comprendre effectivement les facteurs de TMS pour essayer de construire des capsules vidéo pour former. Vous voyez bien qu'on essaie quand même de progresser sur ce que c'est que les facteurs de risque dans ce métier-là auquel on peut avoir accès avec le terrain qui est le nôtre. Une interaction avec les acteurs et donc du coup avec leur représentation sur l'objet de l'intervention et sur d'autres choses sans doute. Et j'ai eu envie de pointer l'importance de ces idées reçues, de ces a priori, de ces représentations, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Okay. Pour moi, dans 3 domaines, du coup, ce que c'est que travailler, ce que c'est qu'apprendre, ce que c'est que former. Et ça a été dit aussi par Catherine Delgoulet dès le premier jour. Et nos grands anciens ont bien pointé en fait que notre boulot d'intervenant, c'était un boulot de transformation des représentations. On fabrique des choses et on transforme des choses, mais ça ne sert à rien si on ne transforme pas celles des acteurs qui vont avec. Et il me semble qu'on a peut-être aussi à revisiter ce qu'ont écrit nos prédécesseurs, parce qu'au final, peut-être qu'on se confronte aussi à de nouvelles choses. En tout cas, quand on va dans le secteur de la formation, on n'est sans doute pas exactement sur les questions que se posaient
les anciens qui se posaient ces questions de transformation des représentations. Je vois Christophe qui regarde l'heure. J'ai presque fini. Donc, ces transformations aussi, on essaie de les construire au cours de l'intervention. C'est-à-dire, on construit les dispositifs comme ça, nos dispositifs d'intervention comme ça, parce qu'on cherche à embarquer les gens. C'est pas juste, on fait de l'analyse de l'activité, on produit quelque chose et puis on vous dit que c'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on les amène quand même. Si on veut en fait que nos interventions servent à quelque chose, il faut qu'on les embarque dans cette affaire. Donc en fait, c'est construire une dynamique qui intègre les acteurs pour transformer. Et moi, j'ai vraiment envie de dire que c'est un processus itératif de conception. C'est un vrai travail de conception, au sens fort, c'est-à-dire que faire de la conception, c'est se construire au fil de l'intervention une représentation de ce que sera l'objectif final et de ce qu'il va devenir. Et le prendre comme ça, c'est aussi pointer la difficulté de ce qu'on fait. Je veux dire, l'intervention, c'est aussi un travail de conception. Je ne suis pas la première à le dire. Hein. Il doit y avoir des textes de Falzon. Je n'ai plus en tête que l'ensemble des gens qui ont déjà travaillé cette question. Mais dans le champ de la formation, c'est aussi vrai. C'est vrai dans le champ de l'ergonomie, c'est vrai dans le champ de l'information, qui me semble. Et du coup, qui nécessite des connaissances sur le travail, sur la formation, sur l'apprentissage. Alors, il y a eu une question sur les modèles 2, les modèles de l'apprentissage. Alors certes, il n'y en a pas qu'un modèle d'apprentissage, mais au moins le modèle socio-constructiviste ou le modèle de la didactique professionnelle apporte quelques éléments de réponse. Je vais défendre celui de la didactique professionnelle, forcément. On a au moins quelques réponses sur la façon dont se construit cette question entre ce qu'on appelle en général la théorie et la pratique, au moins en essayant de porter de façon assez forte que la pratique, c'est aussi de la théorie. Et qu'il faut qu'on aille la regarder, quelle est cette théorie chez les acteurs. D'abord parce que c'est aussi ce qu'il y a derrière leur représentation, c'est aussi en lien avec ça. Et en même temps, si on veut apporter des connaissances scientifiques, ce n'est pertinent que dans la mesure où ça, c'est aussi en lien avec leur représentation. L'idée de zone proche de développement de Vygotsky, elle est aussi là, en fait. On ne peut pas amener les gens où on veut sans partir de l'endroit où ils sont, en fait. C'est un travail d'accompagnement qu'on a à faire. Et puis sur la formation, au final, les dispositifs de formation qu'on conçoit, des formations qui passent par l'action et par la réflexion après coup, certes, mais aussi de l'apport de connaissances. Et puis la réflexion après coup, c'est pas juste réfléchir en faisant un tour de table, en disant ça a bien marché, ça n'a pas marché. Au final, ce qu'ont montré aussi les analyses de Pierre Pastré, notamment en didactique professionnelle, mais pas que, il y en a d'autres, dans d'autres domaines, c'est des vraies analyses qu'il faut faire. C'est aussi pour ça que les autoconfrontations, ça peut être utile pour faire des débriefings. C'est aussi un outil pour travailler avec les acteurs. C'est parce que ce sont des vraies analyses de ce qui est fait. Et pas juste un point local sur ça a bien marché, pas bien marché. Alors, qui répond à des contraintes temporelles. Alors forcément, je suis partie de recherche-intervention, mais je suis chercheur, donc je travaille avec les matériaux qui sont disponibles pour moi. Mais il y a aussi quand même à penser qu'il y a différentes catégories d'intervention en fonction du temps disponible. Et comme je vous l'ai dit, ce temps pour les formateurs, il y a des contraintes temporelles en ergonomie, mais il faut aussi penser que les formateurs, des fois, ils n'ont pas du tout accès au terrain. Alors, du temps, de l'accès au terrain, qui deviennent deux contraintes à prendre en compte et à comprendre quand on fait de l'intervention en formation, parce que c'est ce qui va déterminer la possibilité de mener de l'analyse de l'activité en amont de la formation ou pas, et qui va déterminer son ampleur. Évidemment, plus on arrive à en faire en amont et plus elle peut être fine, mieux ça va guider notre processus de conception, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas toujours possible de le faire. Et du coup, on ne peut pas juste avoir ce modèle-là auquel on forme nos étudiants. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres moyens d'accès à l'activité pour former. Alors, on n'en parle pas forcément beaucoup dans les formations en ergonomie. C'est plutôt nos collègues de clinique de l'activité qui en parlent. Mais l'instruction au SOSI, quand on a un jour de formation, ça peut passer par de l'instruction au SOSI. Ça peut passer par des photos des postes de travail, ne serait-ce que des postes de travail pour rediscuter avec les gens, avoir des traces de l'activité. Leur demander de recueillir des traces de l'activité en amont de la formation. Catherine Tégère a déjà bien montré qu'on pouvait utiliser ce genre de choses pour former.
Donc, je pense qu'au final, il y a différentes catégories de situations d'intervention et que dans la formation, on a peut-être aidé les gens à les reconnaître. Et partant de là, vous voyez que pour le moment, c'est assez simple, mes catégories de situation. Il y a du temps, il y a plus ou moins d'accès au terrain. Et je n'ai pas parlé de la question qui nous est posée, de sa complexité, j'ai laissé pour plus tard. Parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions qui nous sont posées par ailleurs. En un jour de formation, ou de la même façon, très clairement, comme j'ai dit tout à l'heure, si on nous demande d'intervenir sur les TMS à partir de la formation, vous voyez bien qu'on est vite coincé. Il y a ce qu'on peut faire et puis ce qui n'est pas possible de faire. Et je pense que c'est important aussi d'arriver à le pointer. Et je voulais finir là-dessus, mais c'est un débat. Le débat que je vous raconte là, c'est un débat au sein de la didactique professionnelle, mais c'est un débat à avoir avec le champ de la formation, mais qui revient avec une discussion qu'on a eue hier. Il n'y a pas une analyse de l'activité, il y a des analyses de l'activité. Je racontais une intervention que j'avais faite à l'INRA, où on voit un monsieur là, qui est complètement perché parce que ils sont sur une expérimentation animale où on met des sangles aux animaux. Je ne vais pas vous raconter tout le détail, etc. Et bon, évidemment, les sangles ont cassé. Et comme vous le voyez, il y a beaucoup d'espace pour aller changer les sangles des animaux et on ne peut pas les sortir des box, autrement on remet en cause les conditions expérimentales. Donc forcément, les gens ils sont perchés sur des petits bouts de bois comme ça. Et c'est dangereux évidemment parce que non seulement la position n'est pas confortable, mais ce sont des petits taurillons que vous voyez mal sur les photos. Et donc du coup, comme il n'y a pas d'espace, que les animaux sont agités, si le monsieur tombe, c'est un peu catastrophique. Alors évidemment, vous doutez bien qu'ils s'en doutent. Ils sont animaliers, ils connaissent leurs animaux, ils savent très bien quels sont les risques qu'ils prennent. Et j'étais partie de là pour construire un dispositif de formation. Et je racontais le dispositif de formation que j'avais conçu, qui m'avait amené à chercher les déterminants de cette situation. Et puis, voyant que les déterminants de cette situation, on ne pouvait pas agir par la formation dessus, à essayer de faire réfléchir, à outiller les opérateurs pour que ce genre de situation ne se reproduise plus. C'est-à-dire à les aider à identifier ces déterminants pour qu'eux puissent être acteurs de ces affaires-là. Et donc, du coup, je présente ça à un colloque de didactique professionnelle. Et puis, j'ai eu à la suite une très longue discussion avec une de mes collègues. Parce que ce n'est pas de la didactique professionnelle, du coup. Il y a la pureté de la didactique professionnelle d'un côté, et puis ce que d'autres gens font de l'autre, qui est plus exotique. Et pour ma collègue, pourquoi ça n'en est pas ? Parce qu'elle me dit, et ils font aussi de l'analyse de l'activité, mes collègues de didactique professionnelle. Là n'est pas le problème. C'est comment on traite ce genre de situation, avec quel point de vue. Et c'est là qu'on retrouve les points de vue qui viennent aussi de l'ergonomie. On pourrait aussi travailler sur les compétences qui permettent à ce monsieur de ne pas tomber. Et oui, mais effectivement, et pourquoi pas ? Et puis c'est une question de recherche qui, après tout, est légitime. C'est une façon d'intervenir qui n'est pas du tout celle d'un ergonome, mais avec laquelle ça ne m'est même pas venu à l'esprit. Donc j'étais surprise qu'elle me pose cette question. Très. C'était à la limite choquant. Puis, puis après coup, je me suis dit, non, mais c'est légitime aussi. On peut aussi faire de l'analyse de l'activité comme ça. On peut aussi se dire que peut-être que ça fait partie des moyens de prévention de lui apprendre à ne pas tomber. Ce n'est pas ce que font les ergonomes. Nous, ce qu'on fait, c'est faire disparaître cette situation en tant que faire possible. Et du coup, entre ce maillage, je veux dire, il y a des analyses de l'activité, il y a différentes formes, et il y a les valeurs dont on est porteur dans le champ de l'intervention et ce qu'on cherche à faire. Alors, ce n'était pas pour stigmatiser la didactique professionnelle, dont j'ai deux de mes collègues ici. Ce n'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce qu'on cherche à faire dans les interventions ? Quel est le but qu'on se donne ? Quel est le rapport aux questions de santé et de sécurité au travail dont on est porteur ? Et quels sont les... Je ne sais pas si c'est une question d'identité professionnelle. Mais en tout cas, pour moi, ça a été quelque chose d'important parce que c'est au final un point de débat que je vais poursuivre avec cette collègue, bien entendu, mais dont j'avais aussi envie de témoigner pour dire, mais au final, quand on forme à l'intervention dans le champ de la formation, ces questions-là, elles sont aussi présentes. Et ce sont des choses dont on est porteur dans nos formations, il me semble. Cette fois-ci, j'en ai fini. Je vous remercie de votre attention.